Pardon, Madame la Présidente, mais je rechignais un peu à venir, parce que j'avais le sentiment de m'être beaucoup exprimé en fait sur ce sujet-là et que la polémique était en train de redescendre. Et je rejoins un peu vos propos, Monsieur le Sénateur. En fait, je crois que dans les affaires, ce qu'il faut, c'est avoir raison, mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort finalement. Et je suis ravi en fait que ce temps d'échange arrive 3 mois après l'annonce de ce partenariat, parce qu'on est moins dans la passion, on est moins dans voilà, l'émotion, et on peut prendre le temps de répondre. Et puis surtout, je suis heureux d'avoir Quentin près de moi, parce que à chaque fois que j'ai dû m'exprimer sur la nature de ce partenariat, on venait me chercher en fait sur tous les sujets qui sont les sujets d'éthique, de responsabilité vis-à-vis de Chine. Et je crois que Quentin est bien plus au fait de répondre que moi. Et puis je constate qu'en plus de ça, il y a une dimension, presque religieuse autour de Chine. Il y a un dogme autour de Chine. C'est-à-dire qu'on a beau apporter la preuve, on n'y croit toujours pas. Voilà. Et en fait, je voudrais juste vous dire dans quelle mesure j'ai décidé de faire ce partenariat, parce que je considère en fait être un chef d'entreprise éthique, je considère avoir des valeurs dans mon groupe, et j'ai constaté que la majorité des fournisseurs, des marques qui étaient présentes dans mes magasins ou mes centres commerciaux partageaient les usines de Quentin. Donc si je décidais en fait d'extraire, de dire je ne veux pas travailler avec cette marque, je ne le ferai pas pour des raisons économiques, je le ferai pour un sujet qui me dépasse, celui de la mondialisation. Et pardon, mais du haut de mes 34 ans, je crois que je ne suis pas capable en fait, de régler ce problème-là à l'échelle mondiale. Madame la sénatrice et monsieur le sénateur, je pense que vos questions rejoignent celles du bilan en fait, et que l'enjeu c'est peut-être de dresser un bilan de ce qu'est notre partenariat avec Chine après un peu plus de 2 mois d'ouverture. D'abord, je crois que la France, elle n'aime pas les expériences. Parce que cette expérience, on aurait pu la faire n'importe où ailleurs. On a décidé de la faire en France. Alors Chine a eu du courage. Chine a eu du courage parce qu'en faisant cette expérience en fait, et en venant en France, ils savaient qu'ils allaient prendre beaucoup de coups. Je crois qu'ils ont pris des décisions assez drastiques en fermant la marketplace, etc. Et je ne suis pas certain que ce soit un bilan économique réussi pour Chine que d'avoir fait en fait ce partenariat physique avec nous. Mais c'est un partenariat qui avait du sens pour servir le commerce physique. On est présent dans une 20aine de villes en France. Nous ne faisons qu'un seul constat. Notre choix à nous, c'est de n'être présent qu'en hyper-centre-ville. Et finalement, les problématiques de l'hyper-centre-ville de Grenoble ou de Mulhouse, il est pratiquement le même que celui de Paris. C'est-à-dire que l'accès à nos magasins est devenu très difficile. Les habitudes de consommation changent. Les habitudes de consommation changent. Et monsieur le sénateur, je pense que vous avez commis une erreur dans votre propos liminaire en disant, dans votre question, avant votre propos, en disant en fait que vous compreniez beaucoup de personnes qui étaient contraintes de consommer chez Chine. La réalité, et je le constate tous les jours, c'est qu'il n'y a pas que des personnes contraintes de consommer sur Chine. Non, mais vous savez, je pense que dans cette assemblée, certains de vos enfants consomment sur Chine. Je voulais... Monsieur, j'ai effectivement oublié de vous donner un chiffre qui ne vient pas de chez nous et qui va à l'encontre de la contrainte que vous mentionnez, c'est que Chine est la 5e marque de mode préférée des Français. Et donc, non mais c'est l'enjeu mais ce n'est que l'enjeu du prix. Ce n'est que l'enjeu du prix. Ce n'est que l'enjeu du prix. Et donc, je pense que les habitudes de consommation changent plus généralement. Il n'y a pas que des personnes contraintes. Il y a des personnes contraintes pour des raisons financières, pour des raisons de taille aussi, parce que Chine est connue pour ses grandes tailles, mais il y a aussi des habitudes de consommation où en fait la jeune génération peut-être surconsomme, a l'habitude en fait de vouloir avoir de la mode, etc. Et aujourd'hui consomme sur Chine très régulièrement. Et en tant que commerçant, avec 27 millions de clients revendiqués, je ne peux pas imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de clients transverses entre des marques qui se veulent médium, premium, et des clients Chine. C'est la réalité. Je ne peux faire que constater. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand nos sites baissent en trafic, dans les villes moyennes, c'est toujours la même problématique. Les accès au centre-ville qui sont compliqués, les grandes zones de retail park qui se sont développées en fait autour des centres-villes avec des parkings gratuits. Quand on veut abolir les voitures en centre-ville des villes moyennes, c'est la réalité. Hein. Et donc, les gens viennent avec leur voiture, se garent, consomment. Où est-ce qu'elles consomment ces personnes-là dans les grandes zones de retail park ? Elles consomment dans des magasins mass market.
Pardon pour les citer, mais il n'y a pas Dior et Vuitton en fait dans les grandes zones de retail park à l'extérieur des villes. Et je peux citer des exemples très probants. Je vais prendre la ville de Grenoble. Quand on prend la ville de Grenoble, il y a pléthore en fait de centres commerciaux qui ont ouvert en périphérie des villes. Il y a un nouveau centre commercial qui a ouvert avec une enseigne qui s'appelle Primark, qui draine un flux magistral. Je l'ai comme locataire à Mulhouse, je l'ai installé en centre-ville. C'est tout le centre-ville en fait qui a réussi, pas que grâce à Primark, grâce au travail aussi des commerçants, des élus locaux, mais aussi grâce au flux généré par Primark, à revitaliser son centre-ville. Et je crois qu'aujourd'hui, le centre-ville de Mulhouse, c'est un des plus beaux centres-villes de France, en tout cas en termes d'attractivité commerciale. Grenoble, c'est plus compliqué. Les enjeux d'insécurité, etc. Mais surtout, toute cette zone, toutes ces nouvelles zones qui drainent un flux à l'extérieur de la ville. Et quelles marques ont décidé de s'installer dans ce nouveau centre commercial et quitter le centre-ville? Non pas mon magasin uniquement, mais aussi les boutiques qu'elles avaient, les pas de porte qu'elles avaient dans le centre-ville. Ce sont toutes ces marques qui sont ces marques premium, mais qui vendent, pardon de le dire en fait, de la marchandise trop chère, sur un principe de design, de mode, mais dont la qualité et l'origine de fabrication est en Chine, au Bangladesh ou je ne sais où. Pardon de les citer, SMCP, Sandro, Claudie Pierlot, Mage, a fermé ses boutiques en centre-ville de Grenoble pour aller ouvrir Apsis, qui est un formidable centre commercial qui a été fait à l'extérieur de la ville, aux portes de Primark. Pourquoi? Parce que quand en fait Sandro vend une robe 500 ou 600 euros alors qu'elle coûtait 230 euros il y a encore 3 ou 4 ans, elle bénéficie du flux de Primark parce que c'est le même client. Le client, il est transverse. Donc je pense que vous avez raison, il y a des clients en fait qui consomment par nécessité, mais il y en a d'autres qui consomment par envie, par besoin. Et je veux bien faire preuve d'éthique, de valeur, mais en tant que commerçant, avec 2000 salaires à payer tous les mois, je veux en fait que ces clients viennent dans mes magasins plutôt qu'ils ne viennent plus dans mes magasins. Voilà. Et donc, en faisant ce partenariat avec Shein, mon objectif est simple, générer du flux de clients dans mes magasins. Et je suis persuadé que ce flux de clients dans mes magasins se transformera ailleurs. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est la clientèle du BHV à Paris. Le ticket moyen du BHV à Paris, c'est moins de 70 euros. Je crois que c'est 65 euros. C'était 65... Non, du BHV, pas de Shein. C'est 65 euros. Et c'était 65 euros l'année dernière, alors que nous avions toutes ces marques de luxe qui vendaient des parfums à 400 euros. Le ticket moyen chez Shein, c'est une quarantaine d'euros. Donc on n'est pas si loin, en fait, en termes de positionnement. Le BHV ne peut pas devenir un énième grand magasin du luxe à Paris. Les Galeries Lafayette, c'est un épiphénomène mondial, c'est peut-être le plus grand magasin du monde. Mais c'est un grand magasin qui fonctionne sur le luxe et les touristes. Le Printemps, la Samaritaine, qui est un positionnement très luxe, le Bon Marché, le BHV, il n'y a pas de place. Et puis, le BHV, dans son ADN, ça a toujours été le grand magasin des Parisiens. Ça n'a jamais été le grand magasin des touristes. Or, force est de constater que la ville change, tout le quartier du Marais change, et dans le Marais, on a de plus en plus de clients étrangers. Ce n'est pas un client asiatique ou américain qui va venir acheter de la vaisselle et un lit, des clous et des vis. Et donc, je suis bien obligé d'adapter mon offre, en fait, à ma clientèle. Je n'ai pas le choix. Le BHV, c'est une filiale du groupe Galeries Lafayette. Ils perdaient énormément d'argent. Les Galeries Lafayette ne s'en sont jamais cachées. Et on a décidé ensemble, en fait, de relever le défi et d'essayer de redresser ce navire amiral. Ils perdaient 15 millions d'euros. On a réussi à gagner 10 millions d'euros la première année. Ce ne sera pas le cas cette année. Avec l'annonce, en fait, du partenariat Shein, pléthore de marques ont quitté le bateau. Pléthore de marques. 100% des marques qui ont quitté le BHV étaient des marques qui n'avaient pas de réalité économique à rester au BHV. 100%. Qu'elles aient profité du média attention sur le BHV lié à l'arrivée de Shein, etc., je l'entends. Mais il y a quand même un caractère très hypocrite autour de ça, parce que ces mêmes marques partagent des usines avec Shein. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Maintenant que le sujet passionne, à chaque fois qu'on fait un changement, en fait, au BHV, à chaque fois qu'on décide de passer le rayon homme au premier étage, etc., ce qui est la vie d'un grand magasin qui plus est, qui se transforme, vous avez 14 articles de presse. Quelque part, ça fait de la pub. Non, mais quelque part, ça fait de la pub. Le BHV, pendant un mois, était sur toutes les télévisions, notamment au Japon, etc., etc. Donc, je m'en serais bien passé de cette pub-là quand même.
quoi que nous fassions maintenant, nous sommes sous le feu des projecteurs. Objectivement, je ne me victimise pas. Hein. J'ai fait ce choix-là. J'aurais pu aussi essayer de ne pas faire ce partenariat, etc., etc. J'ai toujours dit aussi que je tirerais le bilan 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, et que réciproquement, si le bilan en fait n'était pas positif, nous arrêterions et nous ferions autre chose. Mais je crois à l'agilité. C'est-à-dire que si en permanence, on reste dans nos carcans à faire ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours vu, on va mourir. Mais on va mourir. Le bilan.